Merci à tous d'être présents pour ce webinaire que nous avons la chance d'animer, Patricia Beausoleil et moi-même, Aude Legré. Donc l'objectif, c'est d'essayer de partager avec vous quelques constats, quelques convictions et points d'analyse sur les tendances issues de notre observatoire de prospective socioculturelle chez Peclers Paris. Donc à la fois essayer d'observer quelles sont les évolutions des aspirations individuelles et collectives, et surtout un observatoire qui vraiment essaye d'identifier de nouveaux territoires esthétiques, de nouveaux territoires finalement d'expression au niveau du design produit, mais aussi au niveau du design d'expérience pour une marque ou au niveau de la communication au sens le plus large du terme. Donc l'idée vraiment chez Peclers, c'est d'arriver à observer des signaux forts et des signaux faibles pour se faire finalement des scénarios de prospective autant sur le côté stratégique que sur le côté créatif et esthétique. Donc on est vraiment ravis avec Patricia de pouvoir prendre la parole sur Maison et Objets aujourd'hui avec vous et de pouvoir du coup faire une sélection très très courte évidemment de l'observatoire qu'on mène depuis quelques temps, mais de partager avec vous. Ça va être un exercice très difficile. On a essayé de choisir une tendance, si on ne devait parler que d'une tendance qui a été très très forte pendant la crise que nous traversons, et surtout la tendance qui nous semble la plus durable, ou en tout cas celle qui va avoir le plus d'impact et le plus de conséquences sur les challenges des marques et des institutions à la sortie de ce confinement et même pendant assez longtemps derrière la crise. On a essayé de faire cet exercice en partageant avec Patricia Beausoleil sur les tendances qui étaient les plus marquantes de l'observatoire. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de se concentrer sur une seule tendance et de vous montrer comment elle peut impacter vos métiers, comment elle peut rayonner sur l'ensemble de vos challenges design. Donc moi, je suis Aude Legré, je dirige la partie stratégie de marque, prospective et innovation chez Peclers. Je vais rentrer sur l'introduction puisque nous avons quand même un temps assez limité, si vous le voulez bien, et comme ça laisse le temps à Patricia de se connecter. Merci beaucoup pour le changement de slide. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous avons chez Peclers un observatoire de prospective socioculturelle et un observatoire aussi de tendances esthétiques et créatives. Je voulais juste faire un petit mot sur qu'est-ce qui s'est passé avec cette crise que nous traversons, puisque je sais que beaucoup de gens ont eu différentes stratégies d'observation de la situation pour pouvoir accompagner du coup les clients. Nous, on avait vraiment à cœur de nous renforcer sur finalement les fondamentaux de notre observatoire de prospective socioculturelle que nous avons depuis 50 ans chez Peclers. Nous avons une grille d'analyse qui est autour de 6 macrodynamiques que vous voyez ici. Le rapport que les gens ont à l'identité, la question des genres, des féminités, des représentations, de la réussite, du succès, etc. Le rapport à l'hédonisme, c'est-à-dire les nouvelles quêtes de plaisir, d'émotion, de bien-être. Le rapport et la relation que nous pouvons avoir avec la nature, autant sur les enjeux environnementaux que sur le rapport au vivant, les rapports que nous avons à la science, à l'expertise scientifique, aux avancées technologiques, à la domotique, le rapport que nous avons à l'espace et au temps, qui a été énormément chamboulé pendant le confinement, comme vous pouvez l'imaginer, et puis une dernière macrodynamique que nous appelons croyance, qui va être vraiment d'analyser les mythes, utopies, imaginaires qui marquent les tendances et qui sont les plus importantes pour construire justement des associations culturelles, pour arriver à raisonner avec les nouvelles utopies de société qui, là aussi, ont été extrêmement chahutées pendant cette période de crise et qui vont être extrêmement importantes à regarder de plus près. Donc, nous avons en fait renforcé l'observatoire chez Peclers pour l'appeler Living Lab, puisqu'on a ressenti vraiment le besoin de garder finalement l'analyse au long cours qui nous permet d'avoir des repères extrêmement stables sur des aspirations de longue date, des valeurs que les gens cherchaient depuis longtemps, qui ont été plutôt accélérées ou renforcées ou radicalisées par rapport à la crise. Et de l'autre côté, on avait besoin, surtout pendant la période de confinement, de beaucoup plus échanger avec les gens, l'interne Peclers, mais aussi nos clients ou notre réseau, puisque souvent, on partage tous de près ou de loin des métiers de la prospective, de la création, de l'innovation. Et la chance que nous avons du coup chez Peclers, c'est d'avoir un maillage de personnes qui sont très sensibles à cette évolution des tendances. Et donc, dans cette période d'incertitude et de crise si particulière que nous traversons,
nous avions besoin de consolider nos convictions ou en tout cas d'ouvrir des petites études qualitatives qui nous permettaient de mieux incarner, de mieux partager nos expériences pour pouvoir être sûr de vous fournir une analyse qui n'était pas sans recul, qui n'était pas superficielle ou court-termiste. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'obsession du moment, comme vous pouvez l'imaginer. On a besoin de voir que la crise n'a pas forcément balayé totalement les aspirations d'hier. Il y a des choses qui sont là depuis longtemps et qui parfois nous permettent de comparer d'année en année ce qui a été nouveau, ce qui a été renforcé, accéléré ou ce qui est émergent. Et quand on a ces éléments de comparaison, donc le fait de garder une structure qui reste d'année en année, ça nous permet beaucoup plus de comprendre les tendances en termes d'évolution, de radicalisation, de changements marquants. Et c'est souvent comme ça que c'est plus utile à nos clients d'arriver à comparer d'une période à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un marché à l'autre pour pouvoir vraiment activer des stratégies. Donc, si on passe à la slide suivante pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on voit bien que dans cette période de crise, on a un biais cognitif assez naturel de penser en extrême. Soit certaines personnes pensent que absolument tout va changer après la crise, d'autres personnes pensent que rien ne va changer et on a un peu la sensation qu'on nous demande de choisir entre le camp des optimistes et le camp des pessimistes. Et même si dans le monde des tendances et de l'analyse de tendance, on sait très bien qu'il y a toujours la tendance et la contre-tendance, cette force des dynamiques contraires est extrêmement exacerbée pendant la période de crise que nous traversons. Et c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Le côté mauvais, vous le vivez tous, c'est que c'est assez confusant, ça crée une incertitude qui est très très difficile pour l'ensemble des entreprises et des marques pour arriver à définir une stratégie, à garder une certaine cohérence et consistance. Mais l'autre côté positif de la force des dynamiques contraires, c'est que ces contrastes en termes d'aspiration nous ouvrent des perspectives créatives très très riches et très très denses. Donc vous allez le voir, on a finalement la possibilité pour les plus audacieux d'arriver à tirer profit quand même de cette situation où les cartes sont redistribuées, où de nouveaux possibles émergent, où de nouvelles aspirations sont très très fortes. Et pour ceux qui arriveront à écouter et à coller un petit peu avec les changements d'attente de la part de leurs audiences, il y a une vraie occasion à reprendre un leadership ou à le prendre ou à le renforcer. Véritable opportunité à finalement sortir du lot d'une situation extrêmement complexe. Quand je parle de dynamique contraire, vous avez sans doute pu l'observer d'un point de vue écologique. On avait d'un côté des extrêmement bonnes nouvelles d'un air plus pur, d'une eau magnifique à Venise, puis d'autres qui finalement étaient persuadés que non, on reviendrait exactement à la même situation qu'avant, voire en pire. Donc on est toujours un petit peu tiraillé entre ces contradictions. Et notre métier a toujours été de comprendre finalement ces éléments un peu cycliques et ces tendances et contre-tendances. Nous n'avons évidemment pas non plus de boule de cristal, mais on sent que vraiment cette crise nous a confrontés au réel dans nos chairs. On a vécu un changement, certes imposé par la contrainte, mais à partir du moment où on en a fait l'expérience, on a une sorte de propension au changement qui est quand même radicalement plus importante. Donc, si on rentre un petit peu plus dans les détails sur la slide suivante, je pense que déjà, le mindset dans lequel il faut absolument être dans cette idée de dynamique contraire, c'est d'être plutôt dans l'espoir d'une réconciliation de certaines tensions, mais surtout de se dire que le futur n'est pas écrit. Le futur n'est pas écrit, donc ne cherchons pas le Messie, ne cherchons pas la boule de cristal, ne cherchons pas à avoir des certitudes sur un avenir proche ou même moyen terme. Essayons au contraire de tirer l'opportunité de pousser ses propres valeurs de progrès, ses propres valeurs d'engagement et d'écrire un futur ensemble et jusqu'à la fin, comme le titrait Le Guardian, cette citation était quand même extrêmement forte. La perte et le gain cohabitent toujours. Nous ne regardons pas un film, nous en écrivons un ensemble et jusqu'à la fin. Et c'est vraiment dans cette logique-là qu'il nous semble le plus juste d'agir en période d'incertitude. Donc, si je rentre dans ce fameux exercice dont je vous parlais, de choisir une seule tendance, donc slide suivante s'il vous plaît.
On en a choisi une, comme je vous le disais, mais pas des moindres. On a un peu triché parce que c'est certainement une tendance tellement colonne vertébrale de toutes les autres que les ramifications peuvent être extrêmement nombreuses et vous allez le voir autant du côté créatif que du côté socio-culturel et stratégique. Alors, finalement, la tendance que nous avons choisie pour vous aujourd'hui, nous l'appelons l'essentialisme généreux. Est-ce qu'on peut passer directement à la slide suivante, puisque vous allez le voir, il y a énormément d'exemples. Je vous en ai évidemment sélectionné quelques-uns, puisque nous avons un temps assez limité ce matin. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'essentialisme généreux ? On voit bien que la crise et surtout la mesure sans précédent du confinement, comme je le disais tout à l'heure, qui nous a été au départ imposée, qui a été donc une contrainte, mais qui finalement nous a obligés, là aussi, à vivre dans nos chairs et à vivre l'expérience de la réduction, de la sélection de nos activités, de nos consommations, de nos liens avec les autres. La distanciation sociale a fait que parfois on a renforcé certains liens grâce au digital et à la technologie. Donc il y a une forme d'humanisation, paradoxalement, malgré la distanciation sociale, mais on a tous eu besoin de se reposer la question de ce qui était essentiel, de ce qui était absolument fondamental pour les uns et les autres pour pouvoir choisir un petit peu mieux et en conscience et de façon beaucoup plus raisonnée ces choix de consommation. Et finalement, derrière cette contrainte pendant le confinement, on se rend compte que nous avons été amenés à repenser nos modes de vie, nos priorités et nos routines, et qu'aujourd'hui, le meilleur conseil qu'on peut se donner à tous, c'est ce challenge et cette obsession de revenir à l'essentiel. Mais une fois qu'on se dit revenir à l'essentiel, quelque part, on n'a rien dit, puisqu'on se rend compte dans nos différentes études et partages d'observations que la notion d'essentiel a volé en éclats et est en redéfinition complète. Et tout l'enjeu va être d'arriver justement à mieux comprendre comment s'inscrire dans cette logique de devenir une marque fondamentale ou un produit fondamental pour nos audiences. Puisque, par exemple, je vais vous donner une anecdote d'une petite enquête qualitative que nous avons menée dans Living Lab. C'était très parlant. Quand on a posé la question du premier achat que les gens ont fait très peu de temps après le déconfinement, qui leur paraissait le plus fondamental, nous avons eu une personne qui nous a parlé d'un achat extrêmement utilitaire parce que remis au bout du jour les corvées du quotidien, il y avait un petit ras-le-bol d'un aspirateur qui ne fonctionnait plus. Donc là, on était vraiment au premier degré de l'utilitaire et du fonctionnel comme on peut l'imaginer. Pour une autre personne, cet achat a été un intemporel. Je reprends ces mots, qu'elle ne se serait jamais payée, mais vraiment un bel achat qui ne se démodera jamais et qui, du coup, en termes de mode, lui paraissait vraiment la valeur sûre. Et pour une troisième, au contraire, le premier rachat qu'elle a fait pendant le déconfinement, ça a été un blouson en cuir jaune fluo qu'elle n'est pas sûre de mettre, comme un élan un peu vital de pouvoir affirmer sa personnalité et vraiment marquer la sortie du confinement et marquer l'envie de vivre entre guillemets à nouveau. Donc vous le voyez quelque part, chacun avait une définition de ce qui lui paraissait essentiel ou en tout cas ce qui lui avait le plus manqué pendant le confinement et a sauté sur des périmètres ou des dessins finalement d'un plaisir essentialiste totalement différent. Pourquoi nous l'appelons essentialisme généreux ? Parce qu'on voit qu'il va y avoir une continuité dans cette invitation à la frugalité, à la réduction et au raisonnement, soit malheureusement à cause de la crise économique qui va nous obliger à faire des choix, soit de façon plus consciente et engagée, certaines personnes qui ont vraiment eu envie de prolonger cette frugalité, mais on a regoûté d'une certaine façon au plaisir d'attendre légèrement, au le plaisir de ne pas forcément tout avoir du premier coup en un clin d'œil. Et on se rend compte que du côté des individus, il y a vraiment cette invitation à peut-être acheter un peu moins, mais à exiger beaucoup plus de ces achats. Donc ça va être un challenge absolument essentiel de la part des marques de pouvoir coller à ce nouveau périmètre de valeur et ce nouveau périmètre aussi de rapport qualité-prix.
Et on le voit du côté des créateurs exactement de la même façon. Le dernier défilé de Jacques Mus, où il a fait le choix de réduire au maximum le nombre de matières utilisées dans son défilé. Et finalement, il exprime lui-même à quel point ça a restimulé sa créativité, à quel point finalement, dans ce défilé qu'il appelle donc l'année 97, il est entièrement en lin beige et il dit que cette contrainte a été extrêmement stimulante pour sa créativité. C'est un petit peu en écho de ce qu'avait dit justement le créateur Virgil Abloh avec sa règle des 3%, disant qu'on n'avait pas besoin de refaire de la nouveauté sur l'ensemble de sa collection ou sur l'ensemble de son expérience de marque, et qu'en changeant seulement 3% de la forme originale d'un design, on arrivait à provoquer le plaisir du renouveau ou le plaisir de la nouveauté. Et c'était tout un tas de réflexions qui commencent à vraiment s'installer dans l'univers de la mode, comme je viens de le citer, mais c'est tout à fait vrai au niveau du design, de l'univers aussi de la beauté cosmétique, même de la food. On a une invitation à restimuler la créativité avec une certaine forme de frugalité. De la même façon, on vous a mis un exemple évidemment de Charlotte Perriand, mais quand on parle d'essentialisme généreux, c'est vraiment cette invitation à repenser la frugalité sans aucune concession sur le plaisir. Donc on n'est pas du tout dans des esthétiques d'un minimalisme radical, froid, comme on a pu le voir, une certaine épure très 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 poussée, mais on est au contraire dans un essentialisme qui se réconcilie avec la générosité, avec la chaleur, avec la couleur notamment, si on peut parler d'esthétique, même si nous passerons dans les esthétiques juste après. Pascal Chabot parle justement dans son ouvrage de traité des libres qualités, et ça va être vraiment tout le propos de cette tendance, de l'enjeu du siècle qui est de passer de la quantité à la qualité. Et c'est vraiment ce virage-là, cette transformation-là qu'on voit de plus en plus inspirer les stratégies de demain. Et donc, comme je le disais, quand hier on était dans une sorte d'opposition entre un minimalisme radical et une surconsommation extrême, demain on sera sur cette invitation à redéfinir l'essentiel, à redécouvrir le plaisir des choses simples, de la frustration parfois. De la même façon, quand hier on était sur une course à la quantité, notamment pour les marques, par exemple, la quantité de présence sur les réseaux sociaux était un gage d'activité, d'existence même. Demain, on est plutôt sur un défi de la qualité. Quand hier on était finalement dans la conviction que le plaisir venait de l'hyper-choix, on pense que demain le plaisir viendra de l'hyper-sélection. Et simplement pour vous dire qu'encore une fois, on est dans une invitation non pas à un minimalisme comme on pouvait l'avoir hier, de ranger ses affaires pour vivre mieux, d'être vraiment sur ce type d'invitation à épurer ses designs, parfois de façon très très froide. On est ici dans un essentialisme qui se concilie avec extrêmement de plaisir, extrêmement de sensorialité et extrêmement aussi d'extravagance en touches raisonnées, ou en tout cas qui font sens dans un écosystème plus essentialiste. Donc, on a vraiment choisi pour vous cette tendance pour pouvoir travailler demain. Est-ce que Patricia, le problème est réglé de ton côté? Apparemment, le problème est enfin réglé. Je suis parmi vous. Bon, au moment, je pense. Bon, super. Écoute, du coup, j'ai fait un petit peu plus long pour laisser ce problème se régler, mais c'est pas grave. Je pense qu'on arrivera à tenir dans les délais. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, simplement pour donner la main du coup à Patricia pour la suite de cette présentation. On a voulu vous parler de cet essentialisme généreux autour de 3 profils aspirationnels clés qui sont vraiment des marqueurs forts de nouvelles communautés ou de nouvelles dynamiques d'aspiration qui ont été très très fortes pendant la période de crise. Donc les premiers, on les a appelés les rurbains.
ces gens qui ont envie d'avoir un pied à la campagne, un pied dans la ville, qui ont été notamment étudiés dans un livre absolument passionnant qui s'appelle City Quitters, que je vous invite à découvrir, qui a été justement cette analyse de toutes les nouvelles aspirations de jeunes générations, notamment de néo-nomades, qui veulent avoir toute la technologie possible, mais en ayant aussi une proximité avec la nature. Je laisserai Patricia rentrer plus dans les détails de ce profil. Le deuxième va être un profil de collectionneur qui a extrêmement été chahuté justement sur cette capacité à avoir une exigence supérieure de qualité dont on parlait tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui a été accéléré radicalement et renforcé sur cette quête d'une qualité, d'un savoir-faire et qui vient se concilier avec un minimalisme en fait sens du détail parfait. Et le dernier, le haptic user, qui est vraiment cette capacité-là aussi à vous parler d'un essentialisme qui réconcilie les gens qui ont envie de technologie de pointe. On n'est pas du tout dans un essentialisme rétrograde ou uniquement synonyme d'authenticité. Bien au contraire, on est dans un essentialisme qui veut de la sensorialité, du toucher notamment, et qui vient se concilier beaucoup avec des univers de technologie. Patricia, je m'arrête là pour te laisser la parole sur la création. Je suis rassurée que tout soit réglé. Et je vous retrouve après la partie de Patricia. Merci beaucoup. Voilà, pour éviter tout problème, je vais me permettre d'arrêter ma vidéo. Donc, vous ne me verrez plus, mais vous allez continuer à m'entendre. Et on va partager ensemble donc, ces slides suivantes qui concernent tout d'abord les rues urbains. Donc, on va passer tout de suite à une slide suivante qui concerne la notion de générosité, d'ouverture, de transgénérationnalité et d'universalité. Donc, ce sont des valeurs très fortes. Nous avons choisi quelques exemples pour les illustrer. Je vais peut-être, étant donné le timing qui se raccourcit un petit peu, ne pas rentrer dans le détail de tous ces exemples, mais en tout cas revenir donc à cette notion tout simplement de simplicité partagée, de valeur intemporelle. La slide sur laquelle nous sommes actuellement concerne la nouvelle ruralité. Ce qu'évoquait tout à l'heure Aude au niveau des city quitters, c'est quelque chose qu'on constate avec un curseur plus ou moins fort évidemment. L'épisode Covid-19 que nous avons vécu renforce certaines décisions. On voit beaucoup d'urbains qui décident de s'installer à la périphérie des villes et d'aller vers d'autres modes de vie un petit peu plus slow. Quelques exemples ici, notamment autour des habitats, des néo-fermes avec des éco-habitations qui sont à la fois avec une volonté vertueuse en termes d'autonomie énergétique, qui fonctionnent aussi souvent dans un espace rural, avec des personnes qui viennent du monde urbain et qui se sont reconverties finalement à un nouveau mode de vie. Le retour aussi, ou la valeur renforcée d'ingrédients élémentaires, d'ingrédients essentiels comme le pain, par exemple, qui prend ici une toute autre forme dans les mains de Linda Ring, qui est une photographe suédoise qui les sublime en faisant de véritables œuvres d'art. Et enfin, toujours dans cette notion de rythme naturel retrouvé, on constate évidemment ce phénomène dans la food. Ici, deux exemples de food d'excellence, avec tout d'abord Hugo Rollinger, avec son potager celtique à Cancale, qui cultive 70 variétés de plantes aromatiques, et César Troisgros, au clos blanc, avec son potager en permaculture, donc là encore un rythme naturel retrouvé, et qui dit qu'un des devoirs des cuisiniers aujourd'hui, c'est de sauvegarder des produits et donc des hommes, et de maintenir un lien social dans les campagnes entre les agriculteurs et nous-mêmes. Voilà, donc nous allons passer à une autre vision de cette thématique avec cette notion d'élémentaire sensible, de la volonté aujourd'hui de faire avec peu et d'essayer au maximum de protéger nos ressources. Dans le milieu urbain, dans l'architecture urbaine, on voit vraiment revenir en force cette notion de réimplanter du vert, réimplanter du végétal dans des espaces. Ici, un exemple qu'on trouve vraiment intéressant avec cette reconnexion de la ville et de la nature, c'est un ancien centre commercial qui a été transformé en véritable lagon urbain. C'est le visuel que vous voyez en haut à gauche. Et donc, on voit bien cette intervention de la nature, et non pas uniquement le végétal, mais aussi l'aquatique, dans des espaces urbanisés.
Un autre exemple de design sensible, complètement lié aussi avec la notion d'énergie solaire, c'est le projet des lampes solaires que vous voyez en haut à droite, des lampes solaires low cost qui ont été faites à partir d'ingrédients locaux par des étudiants de l'Institut technologique de Monterrey à Mexico. Voilà. Et puis évidemment les petites ruches qui sont au centre de cette page, qui nous permettent à tous finalement et partout de soutenir les pollinisateurs et préserver la biodiversité. Sur la slide suivante, on arrive à cette interprétation un petit peu plus esthétique de ces valeurs. Donc, on va explorer les territoires esthétiques à travers en particulier un scénario créatif qui tourne autour du sensible. Donc, vous voyez ici cette notion de design sensible qu'on a voulu illustrer avec des volumes simples, parés de textures reliefées qui affichent une esthétique sensible et empreinte du dialogue finalement entre la main et la matière. On est sur des surfaces mates, monochromes, avec des effets de surface inattendus, du papier, des céramiques froissées, des textiles irréguliers, des inclusions végétales ou des effets de la vie un peu tachistes pour ouvrir le champ de nouvelles expérimentations où finalement toutes les irrégularités de la nature sont totalement sublimées et assumées. Sur la slide suivante, finalement, c'est la continuité de ces territoires esthétiques à travers des lieux de destination, des espaces retail, dans lesquels on va aussi donner la parole à ces textures brutes, à ces imperfections, et être dans cette forme d'éloge pastoral avec une omniprésence du végétal dans des lieux extrêmement minimalistes et tournés vers la réalité de la matière. Les collectionneurs, donc ce deuxième profil aspirationnel avec ses valeurs et ses signes, nous allons tout d'abord parcourir cette relation à la temporalité, cette relation au temps qui évolue, la relation au temps et à l'histoire qui évolue, qui est bien entendu dynamisée par l'accumulation des références temporelles et culturelles qui se croisent et qui se redéfinissent finalement perpétuellement dans notre monde moderne. On s'autorise ainsi à une libre circulation des époques. Et vous avez plusieurs exemples ici qui mettent en perspective justement cette relation passé-présent. Sur le visuel que vous avez à gauche, c'est vraiment cette mise en perspective des créations de différentes époques qui néanmoins affichent des convergences dans les regards créatifs des auteurs de ces créations. D'une part, donc les designers Müller-Van Severen qui sont invités à présenter leur travail à la Villa Cavrois, qui est évidemment l'œuvre emblématique de l'architecte Miles Stevens. Donc, on a vraiment cette collision temporelle avec une création qui prend tout son sens dans un contexte historique en quelque sorte. On transforme aussi de l'ancien pour en faire du nouveau. C'est ce que s'emploie à faire Rare Review Collection, en retravaillant finalement des textiles anciens, en les réhabilitant et en en créant des vêtements séduisants et modernes. Ce sont deux créateurs qui sont à l'origine de ce concept et ce sont les demi-finalistes du prix LVMH 2020. Dans un autre registre, dans le registre des accessoires, on raconte l'histoire d'un produit, on donne une forme de supplément d'âme finalement au produit. C'est ce que fait Weston en proposant des modèles vintage qui ont été remis en état par les maîtres cordonniers de la maison. Et ce qui est assez intéressant dans la démarche, c'est que le nouvel acquéreur de cette paire de chaussures remise en état sera renseigné sur le nombre de pas effectués par cette paire de chaussures iconique. Donc, on est vraiment dans l'histoire de l'objet et dans sa seconde vie, en quelque sorte, qui est mise en avant. La food n'est évidemment pas en reste dans ce clash temporel, inspirant ainsi le chef pâtissier François Perret avec son Ritz au lait, qui nous propose un petit écolier d'antan revisité en version plus luxe. Si nous devions explorer d'autres pistes finalement dans cette logique du collectionneur, on aura envie de défendre évidemment ce goût pour l'excellence, pour l'exclusivité, pour les savoir-faire d'exception, des savoir-faire qui permettent aux produits de durer. Un exemple de création exigeante, par exemple, c'est le visuel que vous avez en haut à gauche, qui est la nouvelle maroquinerie d'Hermès à Louviers, dont l'architecture a été développée par une architecte franco-libanaise qui s'appelle Lina Gotmeh.
Et c'est vraiment un bâtiment qui est finalement intemporel dans sa forme, qui conjugue une forme d'élégance classique avec ses arches et qui s'imbrique complètement et qui rentre en dialogue complètement avec le paysage dans lequel il va s'implanter. Un lieu qui fait la part belle finalement au rituel venu d'ailleurs, c'est le lieu Ogata, qui est vraiment à la frontière entre un concept store et un parcours initiatique. On va s'initier à la dégustation du thé, on va découvrir finalement un art de vivre à la japonaise dans tout son raffinement. Et enfin, le travail industriel qui peut être complètement détourné afin de redéfinir une signature esthétique particulière, singulière. C'est les visuels que vous voyez en bas à gauche. C'est une jeune créatrice qui s'appelle Johanna Selman et qui a travaillé sur un projet en collaboration avec un designer automobile, Daniel Rauch, et qui nous propose ici une série de sculptures en argile industrielle qui sont, en fait, c'est une technique qui est communément utilisée dans le processus de prototypage automobile. Et ici, c'est un processus qui est détourné à des fins de création innovantes pour vraiment créer un nouveau langage créatif. Un autre point d'ancrage de ce collectionneur, c'est évidemment la culture, le culturel qui est omniprésent, l'art qui fait sens et qui nous accompagne au quotidien. Ce qui est assez, alors dans la slide suivante, donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est finalement ce monde de l'art et de la culture qui va s'ouvrir à de nouvelles initiatives plus inclusives, plus accessibles et qui va démontrer finalement à travers ces nouvelles initiatives à quel point il est omniprésent dans notre quotidien. Le premier exemple que j'ai envie de souligner, c'est l'initiative très inspirée qui nous a poussé finalement encore plus loin dans la notion d'interaction avec des œuvres d'art et notre quotidien et notre propre personne. C'est cette initiative proposée par le Getty Museum Challenge qui nous a invités dans le cadre, pendant la période du Covid-19, à recréer des tableaux de maître dans notre quotidien, avec nos objets du quotidien, depuis chez nous. C'est vraiment cette forme finalement de partage universel de l'art avec cette réappropriation de l'art au quotidien, qu'on trouve très intéressante et très emblématique finalement de ce phénomène-là. De façon un petit peu plus, on va dire, statutaire ou sélective, le Modern Art Hire, qui a été créé par la directrice artistique Laura Fulminet, que vous voyez au centre de cette page. Alors, cette directrice artistique nous propose une nouvelle forme de galerie d'art à travers une collection d'objets uniques qu'elle propose de louer. Donc, c'est un nouvel accès finalement à la création, à l'art, à la culture, une possession éphémère qui permet d'intégrer dans son intérieur ou à des fins professionnelles des objets d'exception dans un temps donné. Une autre initiative qui fait sens dans ce rapport à la culture, à son côté intemporel, c'est la réédition finalement de mobilier qui intègre la Casa Malaparte, et cette maison incroyable qui a abrité le tournage du Mépris de Godard. Donc on connaît très bien l'architecture du lieu, on connaît peut-être un peu moins son mobilier assez étonnant, un mobilier d'excellence aussi, qui aujourd'hui est réédité par un des héritiers de Malaparte, Tommaso Rositani Söckert. C'est le plus jeune descendant de la famille. Et donc, il propose ces meubles réédités, évidemment travaillés avec un savoir-faire d'exception là aussi, et qui sont présentés aujourd'hui à la Gagosian Gallery de Londres jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est une façon aussi de faire redécouvrir un lieu d'exception et son mobilier d'exception et de se réapproprier finalement ce culturel. Une collision finalement entre une marque et un designer visionnaire, c'est ce qu'Aesop nous propose avec le croisement de deux expressions artistiques, avec son parfum Rosou, qui est finalement une eau inspirée par la vie, le travail et l'enthousiasme de la designer Charlotte Perriand. J'aurais envie de dire la vision de la designer Charlotte Perriand. Donc c'est une interprétation assez singulière finalement, cette designer qui devient la muse d'un parfum, et je trouvais que c'était là aussi un exemple très emblématique de ce décloisonnement entre culture, création et art. Une autre dynamique, évidemment, c'est notre dynamique
esthétique autour de ce collectionneur, donc avec une relation sculpturale à l'objet, avec des formes affirmées qui vont être déclinées dans des matières nobles, du bois massif, des cuirs texturés, qui vont sublimer des gammes de couleurs. Alors ici, on a voulu mettre en avant une gamme de brun, de roux, de neutres élégants et réveillés par ces couleurs de terre et ces couleurs rougies. C'était assez important pour nous de rester dans une forme d'intemporalité aussi de la couleur. Des volumes qui sont donc découpés, recomposés, parfois cubistes, des formes de patchwork géométrique assez simples, in fine, ponctuées de métal pour finalement arriver à un design très sobre, résolument raffiné, pour revisiter les archétypes fonctionnels avec une forme d'élégance très contemporaine. Donc on voit bien ces maîtrises de savoir-faire, cette simplification des formes avec en filigrane cette volonté d'être dans l'élégance absolue. Dans les lieux, on va jouer vraiment la notion des rétrospectives dans cette nouvelle slide autour des lieux représentant cette thématique. Donc, on est vraiment des espaces, alors ici, ce sont plutôt des espaces de vente, mais qui ne s'envisagent plus non seulement, qui ne s'envisagent plus comme uniquement des traductions esthétiques de marque, mais comme une véritable destination culturelle à part entière. On va jouer sur des références multiples qui vont s'exposer, qui vont rendre l'expérience véritablement immersive, voire muséale. Les produits sont soigneusement représentés comme une sélection d'objets de collection. On joue même à reproduire un univers de bibliothèque. C'est le cas de la boutique iCycle, qui est avenue Montaigne à Paris, donc qui nous invite vraiment à rentrer dans un univers de bibliothèque pour, in fine, y trouver des objets vestimentaires, du prêt-à-porter, des produits de luxe. On est vraiment dans cette relation à la référence de l'espace qui va ramener des signatures esthétiques fortes, des codes esthétiques que l'on pourrait retrouver dans des galeries ou dans des musées. On arrive enfin à cette génération de haptic users qui sont vraiment friands de cette forme de sensorialité utile. Et tout d'abord, dans ce profil finalement de consommateur, on va s'attacher plus que jamais finalement à des notions de confort smart, de pragmatisme et de simplicité vertueuse. C'est clairement ce qui a fait écho à nos modes de vie ces derniers mois. Évidemment, on avait envie d'être dans le confort absolu, dans la facilitation du quotidien qui était déjà très complexe. Et c'est quelque chose qui va s'amplifier, qui continue, qui fait sens finalement avec notre vie quotidienne. Nos habitats deviennent de plus en plus flexibles dans leurs fonctions. On demande à nos habitats de devenir agiles, de devenir modulables. On est vraiment dans une forme de révolution du quotidien qui va nous amener à rechercher des créations intelligentes, des créations vertueuses dans leur conception, simples et intemporelles à la fois dans leur esthétique. Ici, vous avez quelques exemples, notamment cet habitat totalement flexible que vous voyez à gauche, qui a été développé par Cometa Architect à Barcelone, où finalement on décloisonne complètement l'espace tout en créant des possibilités de recloisonnement si nécessaire. Le rapport aux vêtements a changé aussi. On a vraiment besoin d'être sur des vêtements confortables, durables, de qualité, moins conformistes finalement, pour un usage formel et informel. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la démarche de certaines enseignes qui éduquent finalement, ou qui en tout cas renforcent la sensibilisation du consommateur à un mode de vie plus vertueux. C'est le cas d'un supermarché bio qui s'appelle Slowwood à Hong Kong. Vous avez ici la signalétique que vous voyez en haut à droite de ce supermarché. Ce sont des illustrations très explicites, très simples, qui jalonnent en fait le parcours du visiteur et qui expriment très clairement les valeurs de ce supermarché qui propose des alternatives éco-responsables pour chaque moment du quotidien. Donc, avec cette relation au avant et maintenant, qui permet de donner du sens finalement à cette conscience du durable, cette conscience essentialiste et vertueuse que l'on a envie de voir partagée dans nos modes de vie. Enfin, des produits qui s'émancipent finalement de l'esthétique pour aller à l'essentiel. La marque en moins, donc déjà dans son intitulé, on comprend bien le concept de la marque.
qui proposent des produits de nettoyage qui sont en respect évidemment avec notre santé et la planète. Et enfin, la marque Vélez, qui sont aussi des nettoyants tous usages, qui sont fabriqués à partir de déchets alimentaires. Donc là, on rentre vraiment dans cette logique de simplicité vertueuse et de circularité au niveau des ingrédients proposés. On va rentrer un petit peu plus dans la science, une science qui nous fascine et en fait, une science ici qui est appréhendée un petit peu autrement. C'est un médium pour atteindre de nouvelles perceptions de nous-mêmes. On est toujours dans cette quête du plaisir et on a envie, par cette quête du plaisir, de découvrir de nouveaux sens ou d'augmenter nos sens. C'est complètement ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, quand on va visiter l'exposition Weird Sensation Feels Good, qui a été présentée cette année au Centre national de design et d'architecture de Suède, à Stockholm, et qui nous propose d'explorer le monde de l'ASMR. Donc l'ASMR, c'est un terme qui décrit une sensation physique, c'est une forme d'euphorie ou de calme profond qui est souvent provoquée par un stimulus visuel ou auditif. Et dans le cadre de cette exposition, qui est illustrée ici par le grand visuel que vous avez à gauche, on pouvait complètement rentrer en connexion par le biais de ces écrans et de ces écouteurs avec ces stimulateurs finalement qui nous font ressentir de nouvelles sensations. Dans un domaine qui est peut-être un petit peu moins technologique, un petit peu plus physique, le succès des bains sonores qui devient assez fort. Vous avez ici au centre de cette page une influenceuse, Clotilde Chaumet, qui propose cette pratique qui joue vraiment sur des fréquences et des vibrations qui vont restaurer le corps et l'esprit et qui permettent de rentrer en méditation par la vibration que l'on apporte à ces bols chantants. Dans un retour à la technologie et à l'innovation pour retrouver finalement de nouvelles perceptions. Ce système que vous voyez plugué dans le dos de cette personne, Wearable, c'est un système qui surveille notre activité électrodermale, qui nous la retransmet grâce à un feedback haptique, donc sensoriel, et qui nous permet finalement de mieux nous connaître, puisqu'on arrive à comprendre comment on réagit au niveau de notre électricité interne, en quelque sorte. Voilà, c'est plus un but d'apprentissage de notre corps que pour ramener de nouvelles sensations, mais c'est simplement pour maîtriser finalement notre rapport au corps. Enfin, dans l'architecture, on voit aussi arriver des architectures un peu expérimentales, justement, dans cette logique-là, avec ici, vous le voyez en bas à droite, un espace public en Chine qui a été dessiné par Sangu Design. Les espaces ici sont disposés de telle manière que le bâtiment élimine son propre sens. On n'a plus de limite finalement à l'architecture et les personnes qui entrent dans le lieu et qui sortent du lieu perdent leur repère finalement et n'ont plus de perception claire des frontières du lieu. Et de fait, c'est aussi une forme d'expérience sensorielle entre le visuel et la perception dans l'espace à laquelle nous invite cette architecture. Enfin, toujours dans ce rapport à la tech, on a vraiment envie d'aller voir la tech avec un autre regard, un regard de bienveillance autour d'une tech qui est plus empathique. On s'intéresse à une nouvelle dynamique finalement de la tech qui va nous apporter des solutions innovantes pour atteindre un mieux vivre, un bien-être renforcé. Ici, vous avez des exemples, notamment sur le visuel qui est en haut à gauche. Ce sont des vêtements connectés qui analysent l'état du sommeil et ajustent automatiquement l'environnement de la pièce. Vous avez une petite vidéo qui est en train de tourner en boucle. Là aussi, c'était une forme de laboratoire de recherche autour de nos intérieurs. Imaginer de nouvelles façons de vivre à la maison. C'est ce que nous propose Becken & Beck à travers une recherche menée par Space10 et IKEA. Ce sont des propositions qui sont digitales, qui entrent en interaction avec notre quotidien, avec des prototypes qui challengent le rôle des nouvelles technologies, qui peuvent vraiment changer complètement notre perception de l'espace. Alors, vous avez vu en boucle des simulations, des immersions 3D qui sont intégrées dans notre quotidien et qui sont étudiées pour voir à quel point, finalement, les nouvelles technologies peuvent nous aider à réinventer notre habitat.
D'un point de vue un petit peu plus pragmatique et quotidien, des kits miniaturisés, fonctionnels, smart, qui nous permettent de faciliter les nouvelles pratiques sanitaires. C'est ce que l'on voit ici avec ces petits boîtiers qui intègrent des gels, des désinfectants, des stickers, etc., des lingettes, pour finalement ce renfort sanitaire qui devient assez présent dans notre quotidien. Et un nouveau design de siège pour bébé. Ce que je trouvais intéressant dans le design, au-delà du fait qu'il a un design très robotique et assez futuriste, c'est qu'il est réalisé complètement en 3D, en design 3D, avec des impressions 3D, sans aucun déchet de matière, ce qui permet là aussi finalement de boucler la boucle entre les nouvelles technologies et l'éco-conception. On arrive enfin à l'expression esthétique finalement de ces lieux. Voilà, donc avec, si on peut passer sur la slide suivante. Voilà, des territoires esthétiques avec cette notion de rondeur, de légèreté, de matériaux assouplis. On s'inspire beaucoup aussi dans l'objet et dans le mobilier aujourd'hui du sportswear, du casual wear. On peut emprunter des matières intelligentes de ces territoires-là pour se réapproprier et les réutiliser dans des espaces de vie. On joue sur la légèreté, sur l'ergonomie, sur l'agilité aussi du produit, avec notamment, vous voyez cette lampe qui est au centre, qui est montée sur un câble, qui est complètement pluggable à différents endroits du câble, sans aucun problème d'électricité. Donc, on est vraiment dans l'agilité de l'utilisation du produit et dans cette notion d'ergonomie, de douceur, pour revenir aussi à un univers un petit peu plus cocon, rassurant, tout en étant extrêmement innovant dans les technologies qui sont appliquées à la création de ces objets. Enfin, les lieux, les espaces, on va vraiment jouer sur la douceur, sur la souplesse, sur l'ondulation des formes, sur des semi-transparences, sur des parois totalement allégées. On va remplacer des murs, par exemple, par des matières textiles, des claustras textiles qui seront plus facilement modulables, qui gagnent en légèreté. On est là encore dans un univers qui baigne dans la lumière pour rester vraiment dans cette notion de bien-être, de douceur et d'univers rassurant, ne serait-ce que par son registre formel. Voilà, donc nous avons parcouru ensemble l'ensemble de ces territoires esthétiques et ces insights de comportement de consommateurs. Et je vais laisser la parole à nouveau à Aude pour conclure sur cette présentation. Merci beaucoup Patricia, merci à tous. Donc pour simplement conclure là-dessus, avant de nous laisser un petit moment de questions-réponses, si vous souhaitez échanger avec nous et avoir un petit peu plus d'informations sur cette conférence. Non, si on peut revenir juste à la slide d'avant, non, au contraire, une petite seconde, encore avant. Merci, on va rester sur celle-ci pour l'instant. Merci beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment justement, vous l'aurez senti, cette tendance qui est à la fois une tendance très très forte au niveau socioculturel et une tendance très forte au niveau esthétique va particulièrement être importante dans l'univers du design, puisque le design par essence même est très souvent challengé dans cette capacité à revisiter les fonctionnalités en revisitant les esthétiques, en collant au plus près aux nouvelles exigences de qualité, de matière, d'ergonomie. Donc, on est vraiment sur une tendance qui va être très, très, très importante pendant les prochains mois, prochaines années, sur les challenges de vraiment venir être en résonance avec une exigence croissante, comme le disait Patricia, de devenir plus engagé, d'avoir une capacité à produire en ayant une limite vraiment plus radicale des déchets, en ayant même, pourquoi pas, une empreinte positive et pas seulement neutre. On est vraiment dans un niveau d'exigence qui aura changé avant et après la crise. Même si cette crise, on le sait, va avoir des conséquences économiques difficiles, le niveau d'exigence va être croissant. On sent que les gens ne veulent plus de concessions sur la sensorialité, sur le plaisir, sur la qualité. Et je voudrais simplement finir sur un point extrêmement important, c'est que du coup, pendant cette crise, on a beaucoup parlé des exigences finalement utilitaires, pragmatiques.
on va dire, du côté de la raison. On a beaucoup parlé aussi même du challenge d'être dans des prix plus bas par rapport à la situation. Mais je voudrais vraiment remettre le challenge extrêmement important de la créativité et de l'audace créative par-dessus tout ça. Puisque finalement, on veut tout. On veut effectivement des marques qui nous proposent plus de sens, plus d'engagement, plus de qualité, mais on veut aussi de l'audace créative plus que jamais. Et pour conclure, on aime particulièrement cette citation de l'écrivain Alessandro Baricco qui dit justement « La prudence c'est fait, il est temps de passer à l'audace ». Avec vraiment ce challenge, on le sent de plus en plus, même si on est dans une période d'incertitude à durée indéterminée, les gens attendent des marques d'être d'une certaine façon des phares dans la brume, c'est-à-dire de ne pas attendre d'avoir des certitudes pour proposer des visions extrêmement fortes, extrêmement engagées. Et au contraire, comme je le disais en introduction, c'est vraiment le moment où les cartes du leadership vont être redistribuées et le moment où les marques vont pouvoir fédérer autour d'une vision encore plus forte. Donc, je vous propose d'échanger sur quelques questions-réponses si vous le souhaitez, avant de simplement vraiment conclure sur les contacts. Si vous voulez en savoir plus et nous appeler chez Péclairs, on est évidemment à votre disposition. Et l'offre un peu spécifique au contexte que nous avons mis en place. Je regarde du côté des questions-réponses et du chat. S'il y a eu des questions, n'hésitez pas à en proposer. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions a priori. Est-ce que quelqu'un aurait envie de réagir ou de poser une question ? Je vous propose peut-être de parcourir les 2 dernières slides du coup sur la manière dont les clients, pendant le confinement, ont exprimé un besoin d'accompagnement spécifique. On a beaucoup travaillé avec les équipes pour adapter nos offres. Donc, si vous le voulez bien, effectivement, on peut aller à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, celle juste avant, pardon, et après je finirai sur celle-là. Merci beaucoup. Juste pour vous dire que ce qu'on a vraiment observé, c'est finalement, comme je disais un peu en introduction, que la crise n'a pas balayé les attentes d'hier ou les aspirations. En revanche, ce qui est très, très, très marqué chez nos clients, c'est qu'elle a totalement changé les priorités de chantier. Je ne sais pas si ça fait écho à vos situations, mais on a vraiment beaucoup de clients qui nous ont dit qu'avant le confinement, elles avaient un ordre de priorité de chantier et puis finalement, il y a certaines choses qu'elles ont complètement mis de côté pour pouvoir se concentrer sur d'autres parce que ça paraissait inapproprié dans le contexte ou au contraire d'autres urgences s'étaient imposées. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie urgence à avoir la bonne attitude pour devenir un leader crédible et légitime tout en restant extrêmement aligné avec son positionnement. Comme je le disais tout à l'heure, le niveau de tolérance a changé au niveau de l'appropriation culturelle, au niveau du greenwashing, au niveau surtout vraiment des territoires d'engagement et on le voit aussi au niveau des prises de parole sur l'actualité, sur les engagements citoyens ou civiques qui sont extrêmement forts. On sent de plus en plus que les marques marchent sur des œufs à risquer d'avoir vraiment des faux pas en termes de ton de communication, etc. Et donc, il faut vraiment identifier les priorités en termes de communication, d'expérience de marque et d'offres pour amorcer le changement et favoriser les conditions de la reprise. Je vous montre juste, tant que nous n'avons pas de questions, la slide suivante pour terminer là-dessus. Surtout, n'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions dans le chat si vous le souhaitez pendant ce temps-là. Est-ce qu'on peut passer juste à la dernière slide ? Donc, c'est vrai qu'on a essayé de développer chez Péclairs une offre spécifique à cette situation. On est remonté. À l'envers, oui. Oui, on est remonté. Voilà, celle-ci. Merci beaucoup. On a développé une offre spécifique fort de cet observatoire renforcé pendant la crise. Donc, ce fameux Living Lab que je vous ai présenté très rapidement en introduction. N'hésitez pas à nous poser plus de questions si vous souhaitez en savoir plus. Nous proposons d'initier le changement
avec cette capacité à soigner une rencontre entre les équipes pour vous inviter à un bilan introspectif pour voir justement en quoi la situation a changé vos urgences et pour pouvoir inviter à une projection collective. Et de l'autre, une fois ce bilan fait, on a la proposition d'aller vers une étape de conduite du changement, de Living Lab. Le Living Change, ça va être vraiment cette capacité soit à venir vous accompagner sur un changement de positionnement parce qu'on sent que ça va être vraiment un décalage trop important et qu'il faut retravailler sur une plateforme de style, sur une plateforme de marque. Et on a vraiment chez Péclairs la spécificité de travailler le produit et l'expérience de marque en résonance, qui est vraiment une méthodologie assez unique. Parfois, on n'a pas besoin de dynamiser le positionnement ou de le changer, mais on a besoin de venir identifier quelles sont les thématiques, les insights ou les aspirations qui ont changé pour voir quels sont les leviers stratégiques et créatifs à poursuivre. Dans le secteur de la maison, on sent bien que le flex office ou le travail à la maison ou le rapport à la mobilité a été extrêmement chahuté et va avoir des impacts très conséquents sur le design. On voit à quel point on a un attrait pour la décoration, pour le prendre soin de chez soi qui est déjà extrêmement émergent, mais du coup, quelles en sont les véritables aspirations? Quelles sont les exigences en termes de design et d'environnement? Et ça peut être aussi un positionnement qui reste juste, mais on a besoin de recadrer vos territoires d'expression, c'est-à-dire les esthétiques ne vont plus, les tons de voix ne vont plus, ou en tout cas, on sent qu'on a besoin de se reposer sur la capacité à identifier ce cadrage-là. Ou encore, et c'est extrêmement virulent pendant cette période, des marques ont besoin d'explorer des territoires d'innovation, de recréer la valeur en définissant de nouveaux concepts d'offres ou de nouveaux services ou de nouveaux concepts d'expérience de marque plus porteurs. Donc voilà comment s'organise l'accompagnement chez Péclairs, ce qu'on a mis en place. Merci beaucoup pour la remarque sur le chat concernant cette conférence. On est très heureux si elle a pu vous inspirer. Et vraiment, on reste à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Vous avez ici la présentation de l'équipe du jour et on a ajouté Valérie Nyang qui est votre contact si vous souhaitez prendre contact avec nous pour des problématiques clients plus précises et en discuter. On restera évidemment à votre disposition. On a encore quelques petites minutes. Si quelqu'un veut vous poser une question, on reste encore là quelques petites minutes avec Patricia. Alors voilà, je vois comme question comment être audacieux, aller de l'avant dans une nouvelle vision tout en respectant notre identité pour ne pas trop brusquer nos clients. Voilà une question de fond. Ah oui, alors ça c'est toute une question d'équilibre effectivement, mais être audacieux, je pense que ça, les clients en général apprécient l'audace, c'est ce que disait Aude tout à l'heure. On a besoin d'audace, on a besoin d'émotions, on a besoin de surprises, de sensations. C'est très important ça dans notre relation entre les marques et le consommateur. Aude, je pense que tu as plein de choses à raconter là-dessus toi aussi. Alors effectivement, je pense que vraiment le point clé qui a été quelque chose qui nous a paru très important dans la méthodologie, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment besoin stratégiquement de redéfinir quel est justement le contrat que vous avez avec vos clients. C'est-à-dire de vraiment se dire effectivement qu'est-ce qui les perturberait si on les change, quels sont les éléments qui seraient les plus perturbants si on venait les changer. C'est vraiment ça les éléments qu'il ne faut peut-être pas toucher, ce qui n'empêche pas d'être audacieux autour de ça, dans les territoires d'expression, dans la manière de faire vivre des expériences. Donc en fait, il faut redéfinir effectivement la racine de la promesse que vous avez avec vos audiences, la racine en fait de votre légitimité, votre essentiel finalement dans le contrat que vous avez entre votre marque et vos clients au niveau des produits, au niveau de l'expérience, au niveau du service, au niveau vraiment de l'ensemble de ce que vos audiences peuvent connaître de vous. Et c'est vrai que c'est sur cette base et sur ces fondamentaux qu'on va travailler à définir un niveau d'audace, une capacité à être audacieux. Et puis, ça peut être une stratégie de déploiement progressive. L'audace peut aussi être au départ mineure et puis après un petit peu plus radicale si on sent qu'il y a une élasticité et une résonance par rapport à vos valeurs de marque à aller vers des choses plus audacieuses. C'est vrai que l'idée, c'est pas d'avoir de l'audace gratuite, complètement démesurée et complètement délirante. Vous devez avoir de l'audace sur effectivement les bases contractuelles
qui ont fait votre succès jusqu'alors ou qui font votre succès dans votre relation avec vos clients. Et c'est vraiment en arrivant à avoir ce bon dosage entre le stratégique et la dimension du coup territoire créatif libéré ou audace d'innovation que vous allez pouvoir répondre à ce type d'attente. J'espère que ça répond à votre question, Sarah. Voilà, encore merci, on a des commentaires très positifs. Alors, on nous demande s'il est possible de voir en replay ce webinaire. Et je crois que c'est le cas. Il me semble que oui, vous allez retrouver, vous allez retrouver un lien pour pouvoir le voir en replay. Voilà, donc je pense qu'on va devoir se quitter puisqu'on arrive vraiment à 1 heure de présentation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.